Bonjour à tous. Donc, le point de vue du cardiologue pour l'association diabète et insuffisance cardiaque aiguë. Donc, voici mes conflits d'intérêts. Alors, le cardiologue, dans le contexte d'une association insuffisance cardiaque aiguë et diabète, va se poser 4 grandes questions. Quelles sont les relations entre le diabète et l'insuffisance cardiaque? Quels sont les problèmes que pose l'insuffisance cardiaque aiguë dans le contexte d'un diabète ou, en miroir, un diabète dans le contexte d'une insuffisance cardiaque aiguë et quels médicaments de l'insuffisance cardiaque pour les patients diabétiques. Enfin, que penser des glyphosines dans le cadre de l'insuffisance cardiaque aiguë. Et en fait, pour nous, cardiologues, cette classe thérapeutique est un peu une révolution. Alors, quelle relation diabète et insuffisance cardiaque aiguë? Il y a deux perspectives. Celle de l'insuffisance cardiaque et la présence d'un diabète chez ces patients. Ça représente 40% des patients insuffisants cardiaques, l'association insuffisance cardiaque et diabète. Et ce, quel que soit le domaine où on le regarde. Et 40%, c'est l'expression clinique. Si on est juste sur l'intolérance au glucose, on est à plus de 40%. Et puis c'est 40% aussi le risque pour un diabétique de développer une insuffisance cardiaque clinique au cours de sa maladie diabétique. Alors, cette grande fréquence de l'association diabète-insuffisance cardiaque, ça a une conséquence pour nous en clinique, qui est que dans une situation ou dans l'autre, il faut penser diabète et insuffisance cardiaque, les pensées liées. Alors, ce qui est très intéressant aussi, et on ne va surtout pas insister là-dessus, c'est les mécanismes qui sous-tendent cette association. Alors, en fait, on ne sait pas bien. On sait que les comorbidités influe, que la physiopathologie du diabète influe, au même titre que celle de l'insuffisance cardiaque. Mais ce qui est très étrange, c'est que le risque pour un diabétique de développer une insuffisance cardiaque va être d'autant plus important que son niveau d'hémoglobine glyquée sera plus élevé. Et pourtant, quand on met en place un contrôle glycémique strict, on améliore le risque de développer pour un diabétique un syndrome coronarien aigu. Donc, on y pense pour la patiente qui a présenté Carlos avec un diabète déséquilibré et un contexte d'infarctus. En revanche, il n'y a pas de réduction du risque d'insuffisance cardiaque malgré donc, le contrôle glycémique strict. Alors, quel problème pose l'insuffisance cardiaque chez le diabétique, donc cette association insuffisance cardiaque et diabète? Alors, il y a 3 problèmes d'un point de vue cardiologique. Le premier, c'est une mortalité plus élevée, et particulièrement une mortalité cardiovasculaire plus élevée, de l'ordre de 50% plus élevée chez les patients diabétiques insuffisants cardiaques par rapport à ceux qui ne sont pas diabétiques avec leur insuffisance cardiaque. Deuxième, et ça c'est un problème absolument majeur en cardiologie, dans le monde de l'insuffisance cardiaque, ce sont les réhospitalisations. Et les personnes diabétiques et insuffisantes cardiaques ont de l'ordre de 30% de réhospitalisation en plus par rapport aux insuffisants cardiaques non diabétiques. Avec déjà un niveau de réhospitalisation, ici on ne montre que les réhospitalisations de causes cardiovasculaires, en sachant qu'elle représente 60% des réhospitalisations pour les insuffisants cardiaques. Donc, la proportion de réhospitalisation chez ces patients est considérable et altère de façon importante leur qualité de vie. Puis le troisième problème, c'est la gestion des traitements hypoglycémiants dans le cadre de cette association diabète et insuffisance cardiaque. Et ça suppose de travailler de façon assez coordonnée, assez étroite avec le diabétologue, parce que certains médicaments vont aggraver ou avoir une relation défavorable avec l'insuffisance cardiaque chez le diabétique. C'est le cas particulièrement des inhibiteurs dihydropeptidase, quand d'autres vont avoir un effet neutre ou peut-être un peu positif pour les antagonistes des récepteurs aux peptides, et d'autres, on va y revenir, la classe des glyphosines va avoir un effet extrêmement bénéfique. Alors, quels médicaments de l'insuffisance cardiaque chez les diabétiques? Là, ouais, super, merci bien. Dans le cadre des ASFREF, donc des insuffisances cardiaques à fraction d'éjection altérée,
ce qui n'est pas le cas de la patiente que nous a présenté Carlos. Le traitement de l'insuffisance cardiaque est vraiment parfaitement balisé. Et il y a aujourd'hui 5 piliers. Les inhibiteurs d'enzyme de conversion, les ARA2 associés à la néprilysine, donc le sacubitril valsartan, l'Entresto, les bêta-bloquants, les anti-aldostérone, et aujourd'hui, clairement, ce que nous a montré Carlos, la classe des glyphosines, donc les inhibiteurs du cotransporteur SGLT2. Alors, premier rappel essentiel, tous ces médicaments piliers sont remarquablement efficaces dans l'insuffisance cardiaque à traction d'éjection altérée, que l'on ait ou pas un diabète. Et c'est au moins le même bénéfice chez les patients diabétiques. Alors, si je vous dis ça, c'est vraiment pour rappeler que ces médicaments sont extrêmement précieux, à la fois sur le court, le moyen et le long terme pour ces patients, et qu'il faut à tout prix, dans le cadre de leur prise en charge, préserver les prescriptions autour de ces piliers. Donc, c'est particulièrement vrai pour les bêta-bloquants. Et toutes les études montrent bien que dès lors qu'on admet un patient qui est sous bêta-bloquant dans le cadre d'une insuffisance cardiaque aiguë, donc de la décompensation de son insuffisance cardiaque, et qu'on le fait sortir sans ces bêta-bloquants, après ajustement, le pronostic est incomparablement défavorable par le fait de ne pas lui avoir remis ou conserver ces bêta-bloquants. Et sachez qu'en cardiologie, actuellement, on n'arrête pas, dans le cadre d'une insuffisance cardiaque aiguë, les bêta-bloquants. On les préserve, on les réduit éventuellement, et c'est seulement dans les situations catastrophiques de grand bas débit qu'on arrête les bêta-bloquants. Alors, la place du sacubitril valsartan est très intéressante parce que dans l'étude Paradigme Heart Failure, il y avait une réduction dans le groupe sacubitril valsartan de la mise sous insulines des patients insuffisants cardiaques, de l'ordre de 30%. Et on sait que le sacubitril valsartan réduit de 30% les réhospitalisations après une première hospitalisation pour insuffisance cardiaque. Problème du sacubitril valsartan, quand on l'introduit dans une population d'insuffisance cardiaque aiguë, c'est que il y a 20% d'échecs. Et ce, malgré le fait que c'est très efficace. Vous avez ici des patients qui sont admis pour une insuffisance cardiaque aiguë et mis sous vasoactifs, substances vasoactives, ce qui signifie soit des inotropes vasodilatateurs, soit des vasodilatateurs purs. Et quand on fait le relais avec le sacubitril valsartan, on voit qu'on a le même bénéfice en termes d'index cardiaque, de PAPO ou de résistance vasculaire systémique. Mais cet échec chez un patient sur 5 avec prolongation de l'hospitalisation, quelquefois l'obligation de mettre sous noradrénaline, nous conduit à être extrêmement prudent dans la gestion de sacubitril valsartan en aiguë. Alors maintenant, que penser de la classe des glyphosines? Alors, première chose, c'est qu'on a des études d'insuffisance cardiaque aiguë chez le diabétique. C'est une étude avec la sotagliflozine, l'étude Soloist, qui a montré qu'il y avait dans cette population une réduction de 30% des réhospitalisations pour insuffisance cardiaque, qu'il y ait une altération de la fonction ventriculaire gauche ou une préservation de la fonction ventriculaire gauche. Donc la patiente de Carlos, et de fait, on n'a vraiment pas envie dans ce contexte d'arrêter la dapagliflozine, dans le cas du cas clinique que tu nous as montré. L'effet des glyphosines, c'est certainement un effet de classe, et il est identique qu'il s'agisse d'un patient diabétique ou d'un patient non diabétique, que sa fraction d'éjection soit altérée, ou on le verra que sa fraction d'éjection soit préservée. On attend 30% de réduction des hospitalisations pour insuffisance cardiaque, ou des visites urgentes pour insuffisance cardiaque, donc au service d'urgence. Pour les délais d'action, on voit dans ce zoom sur la sotagliflozine, donc dans l'étude Soloist, que le bénéfice est obtenu dans les premières semaines de l'administration, de l'introduction du médicament. Enfin, c'était évoqué par Carlos à plusieurs reprises, et ça, pour nous, en cardiologie d'urgence, c'est vraiment un point essentiel.
Ces médicaments, cette classe thérapeutique est un excellent diurétique. C'est illustré ici dans l'étude AMPA-Response Acute Heart Failure chez les patients en insuffisance cardiaque aiguë avec une rétention hydrosodée importante. Il y a, associé à l'administration de l'empagliflozine par rapport à un traitement diurétique standard, un net bénéfice en termes de diurèse et un net bénéfice en termes d'amélioration de la balance hydrosodée, c'est-à-dire en termes de réduction du poids par rapport au traitement diurétique standard. Et de fait, pour nous, cette classe thérapeutique, c'est le quatrième diurétique dont nous disposons à côté du furosémide, les diurétiques de Lens, des thiazidiques, des inhibiteurs de l'aldostérone, des anti-aldostérones donc, et on a maintenant cette nouvelle classe thérapeutique que l'on utilise comme un diurétique. Et enfin, dernière diapositive concernant cette réflexion, on a tout récemment la communication de l'étude Emperor Reduced, préserve de là en l'occurrence, où chez les patients à fraction d'éjection préservée, on a exactement le même bénéfice en termes de réduction des hospitalisations avec l'empagliflozine que celle observée dans Emperor Reduced. Donc, on comprend que c'est le premier médicament à offrir un tel bénéfice dans cette population. C'est donc une classe thérapeutique pour la cardiologie tout à fait originale et exceptionnelle. Donc les messages, c'est que l'association diabète et insuffisance cardiaque est très fréquente et qu'il faut contrôler l'un ou l'autre chez un diabétique et ou chez un insuffisant cardiaque. Les réhospitalisations sont dans cette population un problème absolument majeur. Certains médicaments hypoglycémiants accentuent le risque d'insuffisance cardiaque. Il faut être en alerte là-dessus et c'est Laure qui va nous éclairer aussi sur ce point. Il faut bien penser à ne pas arrêter les traitements piliers de l'insuffisance cardiaque dès lors que la fraction d'éjection est arrêtée. Ils sont très, très efficaces chez les patients diabétiques et réduisent le risque de réhospitalisation et prolongent la vie. Enfin, la classe des glyphlosines réduit de 30% les réhospitalisations, probablement, très probablement, la mortalité, et ce, chez ces patients insuffisants cardiaques, et ce, donc, quelle que soit la cardiopathie, fraction d'éjection réduite ou fraction d'éjection altérée.